Philippe Leguerne, donc, qui est professeur à l'Université de Nantes en sciences de l'information et communication et membre du CAFI, Centre Atlantique de Philosophie. Et du CRAL. Et du CRAL aussi. Et toi aussi, tu travailles au CRAL. Oui. Je vais poser le contexte quand même, Maëlle, d'une façon moins lue que ce que Maëlle vient de faire, enfin moins écrite. Puisque c'est un projet qu'on mène ensemble, si vous voulez, de réflexion sur la question des spectres et des hologrammes dans le champ de l'esthétique et de la présence très envahissante de ce type de figure dans le champ de la production esthétique, en particulier aujourd'hui. Et puis, ce que je vais vous présenter là, donc c'est nettement moins élaboré que ce qu'a fait Maëlle. C'est quelque chose que j'ai écrit hier, donc voilà, que je vous lire avec ses limites et en même temps toute une série de questions que je vais essayer d'aborder. Il y a 3 questions au fond. Enfin, d'abord, je vais reprendre la question de la présentation des hologrammes et très très rapidement. Je vais vous montrer que ça ne se réduit pas à Hatsune Miku et qu'en fait on peut déjà poser une sorte de typologie du monde hologrammatique qui se comprend très vite et qui est pas très mystérieuse. La deuxième chose, c'est que je vais essayer de vous montrer, en reprenant notamment la question d'Hatsune Miku que tu as longuement évoquée, que de mon point de vue, ça soulève toute une série de questions, et en particulier 3 questions. La première question que ça suscite, c'est la question qui se comprend tout de suite de l'incommensurabilité ou de l'hétérogénéité ontologique d'individus qu'on place sur une même scène, puisque c'est exactement ce qui se passe dans la séquence que tu as diffusée. On a des ontologies qui sont radicalement différentes et qui en même temps coexistent. Enfin, je vais approfondir cette notion, qui sont supposées coexister, c'est peut-être l'illusion de l'illusion dont parle Margel, sur un plan qui est un plan équivalent. La deuxième question, me semble-t-il, que ça pose, c'est qu'on a affaire à une esthétique qui stéréotypise d'une façon extrêmement forte, évidemment, tous les codes de la pop. Et du coup, je me suis interrogé sur ce que ça pouvait signifier que l'irruption de l'hologramme par rapport aux définitions qu'on peut produire de l'esthétique pop. Pas seulement en musique d'ailleurs, mais en art d'une façon générale. Et la troisième question que ces histoires d'hologrammes et d'Hatsune Miku en particulier posent, me semble-t-il, c'est la question d'abord du contexte qu'on ne peut pas ignorer, que tu n'as pas évoqué là, mais qui est effectivement cette pop japonaise. Je reviendrai sur cette notion, qui crée un contexte tout à fait particulier qu'on doit absolument avoir en tête pour comprendre ce qui se joue dans cette créature, enfin dans la mise en scène d'Hatsune Miku en particulier, et plus généralement la question très particulière de l'érotisation d'un corps, mais qui est un corps virtuel, d'un corps en 3D, et qui là aussi, à mon avis, suscite toute une série de questionnements et de réflexions. Et donc, si je pose les questions comme ça, ou si je pose les problèmes comme ça, c'est parce que Hatsune Miku en particulier, et les hologrammes en musique en général, ne peuvent pas s'analyser simplement en termes d'innovation scientifique, ou encore se résumer à un dispositif inédit qui consisterait à faire advenir en 3 dimensions ce qui n'existe pas, en lui conférant, comme tu le disais, le pouvoir illusoire du vraisemblable. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Alors, quand j'ai montré il y a quelques jours les vidéos que je vais vous montrer à mes étudiants, et c'est pas l'artifice technique qui en soit les bluffe, enfin, ils ont carrément délaissé cette dimension, c'est pas ce qui les frappe, c'est tout à fait autre chose. Mais il me semble que ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ça nous met sur la voie d'une sorte d'interrogation que je n'hésiterai pas à qualifier de métaphysique et qui en tout cas rejoint toute une série de questions autour effectivement de la nature humaine, autour des enjeux du post-humanisme, autour de l'incommensurabilité ou de la commensurabilité des êtres, autour de leur vulnérabilité ou de leur invulnérabilité, autour de la possibilité d'une essence sous-jacente à l'apparence, qui sont finalement des questions très très classiques. Il me semble que tous ces dispositifs sociotechniques qui ont comme ça des airs de nouveauté ne font que réactualiser ou approfondir, je crois, des questions métaphysiques très très classiques en réalité. Alors peut-être qu'on va commencer par, rapidement, si tu veux bien Nicolas, montrer... On va commencer par Tupac. Alors là, c'est typiquement l'hologramme
ontologique, on pourrait dire, ou l'hologramme spectral, c'est-à-dire qu'on fait, je ne détaille pas, on pourrait détailler très longuement, on fait surgir sur scène un mort. Voilà. Ou en tout cas un type qui est mort, il a été tué en 1900, il y a 20 ans maintenant, une vingtaine d'années. Quand je demandais à mes étudiants comment vous le connaissez, puisque vous n'étiez pas nés pour la plupart d'entre vous, ils m'ont dit bah, c'est Claude François, c'est comme Claude François, pardon, il est mort, on ne l'a jamais connu, et en même temps, voilà, ça a tellement imprégné le tissu musical qu'on ne peut pas l'ignorer. Donc pour eux, ça avait cette même force, si vous voulez. Et donc, ce qui est évidemment cette vidéo, le caractère un peu sidérant en même temps qu'elle a, et c'est vrai que les premières fois, on l'avait montré à Genève notamment, et on sentait bien que ça produisait un vrai effet de sidération. C'est que ça va faire coexister sur un même plan un mort et un vivant. Si tu peux monter le son, peut-être. Et en même temps, vous voyez que l'artifice, il n'est pas encore tout à fait perfectionné. C'est, je pense même, ce qui le rend assez touchant. On voit des lumières vertes qui zèbrent comme ça à l'arrière-plan. On sent bien que le type, il est comme sur une sorte de plateau mouvant. Et d'ailleurs, je ne vais pas commenter le détail, enfin comment dire, le dispositif technique qui est utilisé, mais il y a différents dispositifs hologrammatiques. Ça, c'est un des dispositifs, disons, les plus simples qui existent. En gros, c'est une projection avec un miroir sur une surface invisible pour le spectateur au fond de la scène. Et si tu peux, ce qui est intéressant, c'est quand le vivant fait irruption. Voilà. Ah, c'est assez extraordinaire quand même. On passe à... où on arrête Maria Carey, de mémoire, donc c'est Deutsche Telekom. Et là, c'est plutôt... ça me rappelle ce que Walter Benjamin écrit à propos de l'œuvre d'art à la reproductibilité. C'est vrai que la plupart des gens retiennent toujours l'idée que... enfin, l'idée de la perte de l'aura, je ne commande pas, tout le monde connaissait ici, mais si on relit bien le texte, il ne s'agit pas seulement de questions qui tournent autour de la perte de l'aura. Benjamin insiste aussi sur la question de l'ubiquité et l'idée qu'effectivement les machines de reproduction techniques permettent... il emploie le mot ubiquité, enfin, permettent une ubiquité des supports culturels diffusés. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que comme cadeau de Noël, on a Maria Carey qui va apparaître simultanément à 5 endroits, dans 5 villes, si vous voulez, sur la planète, qui sont toutes localisées en Europe, il me semble. Et alors, ce que je ne sais pas, il faudra que j'approfondisse, là, c'est si les gens pensent véritablement qu'ils ont affaire à Maria Carey ou s'ils savent qu'ils ont affaire à un holographe. Et ça, je le saurais, je n'ai pas pris le temps de creuser ce point. Mais l'illusion est tout à fait bluffante dans le cas précis. Et quelqu'un qui tombe là-dessus, effectivement, il ne peut pas... Peut-être, si tu peux avancer un petit peu, ce qui est intéressant, c'est le moment où, quand même, l'illusion est rompue. Voilà. C'est à ce moment-là. Si tu peux revenir en arrière. Ouais. Et là... Tac. Voilà. Le troisième type d'hologramme, c'est Freddie Mercury. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette vidéo. Visiblement, elle était indisponible sur le net pendant longtemps. Alors, JO de Londres, voilà. C'est pas proprement parler un hologramme, au sens technologique du terme. C'est plutôt une projection. Il n'est pas en 3 dimensions. Mais en même temps... Métaphysiquement parlant, c'est exactement la même question qui se pose, même si je vous l'accorde, le dispositif n'est pas tout à fait le même. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction qui se met en place entre le public dans le stade et Freddie Mercury. Et moi, ce qui m'a frappé en voyant cette vidéo, mais je reparlerai tout à l'heure, c'est précisément comment ça interroge le type de connivence qui se met en place entre un public et une star, en l'occurrence décédée, et comment il y a toute une série de codes qui permettent, c'est très beckerien il me semble, comment il y a toute une série de codes qui permettent effectivement le fonctionnement de cette séquence. Alors on peut arrêter, mais voilà.
Et puis, effectivement, le quatrième modèle que tu as présenté, c'est le modèle Hatsune Miku. Alors, la première idée que j'ai eue, c'était de me dire que l'usage de l'hologramme en musique n'a pas de caractère à proprement parler précurseur, ou dans le champ esthétique n'a pas de caractère à proprement parler précurseur, en ce sens qu'il n'est qu'une variante un peu plus aboutie de multiples dispositifs qui tentent, donc dans différents champs esthétiques, de faire coexister des êtres ontologiquement hétérogènes et dont la possibilité ou l'impossibilité de rapport de proportionnalité, et de proportionnalité physique autant que morale, j'y reviendrai, constitue à premier enjeu un élément de fascination pour le public. Et alors, une des matrices de cette incommensurabilité ontologique se donne à lire dans un roman très classique d'Adolfo Bioy-Casares, qui est l'invention de Morel, qui est celle de l'éternité à répétition par une machine capable de rassembler des, je cite Casares, des présences désagrégées. Cette idée de la mise en commun d'êtres hétérogènes a occupé notamment l'espace cinématographique, mais c'est peut-être illustré de manière exemplaire. Et là, hier, je me suis replongé dans ma cave où j'ai toutes les vieilles éditions des cahiers du cinéma à partir de la fin des années 70, et j'ai réussi à remettre la main dessus. Je savais qu'il y avait eu un article tout à fait fascinant sur Roger Rabbit. Et m'est revenu à l'esprit ce film, Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, qui me semblait faire écho à toutes ces histoires qu'on évoque ici. Donc, Who Framed Roger Rabbit, diffusé en 88. Alors, il ne s'agit pas d'hologramme au sens strict non plus dans Roger Rabbit, mais le dispositif sociotechnique qui est utilisé n'en est guère éloigné. Roger Rabbit le film organise la rencontre de deux genres différents, le dessin animé hollywoodien et le film noir, et de deux ontologies radicalement différentes, les êtres humains et ce qu'on appelle dans le film les toons, c'est-à-dire les personnages de cartoons. Réunis, ça c'est sur le plan de la diégèse du récit, réunis sur un plateau d'Hollywood en 1947. Et comme l'indique le critique de cinéma dont j'ai retrouvé l'article, Jonathan Rosenbaum, en septembre 88, la collision de deux modes de représentation qui ont chacun une relation opposée à la mort, au sexe, à la causalité, à la temporalité, au personnage, etc., crée quand même un certain nombre de contradictions et troubles esthétiques. Si j'ai tendance à rapprocher, moi, ce chef-d'œuvre qui crée du trouble dans l'esthétique, des hologrammes et en particulier de Hatsune Miku, c'est avant tout parce que chacun à sa façon pose la question de l'improbable proximité et de la non moins improbable coopération entre donc des êtres radicalement hétérogènes. Alors chez Roger Rabbit, c'est des lapins de cartoon et des détectives de chair et d'os. Et dans le cas d'Hatsune Miku, on l'a vu, c'est des spectateurs en transe et une Lolita virtuelle. Comme l'ont remarqué plusieurs critiques, le succès de Roger Rabbit, outre le brio technique dont le film fait preuve, ne tient certainement pas à la consistance de son scénario. C'est comme Hatsune Miku, le succès ne tient certainement pas à la qualité ou au degré d'innovation du type de pop qu'elle propose, mais plutôt à sa capacité de faire se rencontrer plusieurs séries de questions à l'intérieur du film ou du concert d'Hatsune Miku, comme tu le disais, illusion d'une illusion, idée sur la multiplication des formes de présenter les êtres au monde et leur mise en abîme réflexif, brillamment illustrée dans Roger Rabbit, puisque les toons sont des personnages de dessin animé qui jouent des rôles de personnages de dessin animé pour gagner leur vie. Autrement dit, Roger Rabbit, je me répète, c'est dans le film, dans la diégèse, c'est un personnage de dessin animé qui joue le rôle d'un personnage de dessin animé. Comme si le personnage de dessin animé avait une existence propre et autonome hors du dessin animé. Pour moi, ça pose les questions suivantes. Comment associer dans une synthèse troublante et magique un système de codes, de compromis et de lois sur la mort, sur l'espace, sur la causalité, sur la pensée, sur l'action, habituellement reliés à des genres spécifiques. Chez Roger Rabbit, c'est en l'occurrence, je l'ai dit, le film noir et le cartoon. Deuxième question, comment savoir si le succès des créatures peut être attribué à un créateur ou si l'œuvre peut être considérée comme une œuvre sans auteur? C'est au fond la question de l'autonomisation de l'œuvre et du personnage. Quant au Hatsune Miku, et après tout ce que tu racontes, c'est évidemment un des éléments les plus remarquables. Est-ce que les toons ne sont pas, à l'instar de Miku, des créatures auto-engendrées? Et effectivement, Miku semble venir de nulle part et on oublie très vite son Pygmalion.
posant cette autre question à l'évident potentiel poétique, qui est celle de savoir si et comment des personnages peuvent exister indépendamment de leur œuvre et des auteurs. Et puis, troisième question que Roger Rabbit et Hatsune Miku posent de ce point de vue, c'est quelles sont les conséquences morales de la mise en présence, en interaction, d'êtres radicalement hétérogènes. Pour prendre l'exemple de Roger Rabbit, qu'un personnage de chair et d'os dissolve un toon dans un bain d'acide, ce qui est la façon de tuer les toons dans Roger Rabbit, a-t-il une signification morale particulière? Et quatrièmement, découlant du point précédent, quelles sont les conséquences de la rencontre entre les spectateurs et les personnages de dessins animés manifestement conçus pour inspirer le désir, comme l'est la fiancée de Roger Rabbit, pour ceux qui ont vu le film, la troublante Jessica Rabbit, mais également Miku, et je reviendrai sur le potentiel érotique de Hatsune Miku tout à l'heure. En d'autres termes, comment pouvons-nous nous attacher ou désirer une créature virtuelle comme Miku, et quelle est la nature de ce désir qui n'est pas au fond éloigné de notre désir et de notre jouissance à l'égard de la fiction en général. Alors, au-delà de ces questions inspirées par la machinerie diabolique de Roger Rabbit, un autre élément interprétatif me frappe. Cet article dans les cahiers du cinéma faisait remarquer que la vitesse est la caractéristique principale de Roger Rabbit, comme la folie est la définition de son héros. Et je me suis demandé à mon tour si le mouvement n'est pas la caractéristique de Miku et des hologrammes. En effet, il ne suffit pas que l'hologramme soit présent, il faut qu'il soit mis en mouvement, au risque de perdre son emprise sur le spectateur. Et cela vaut pour Roger Rabbit, mais ça vaut aussi pour le public de Miku. Qu'a-t-il vu en fait? Au-delà d'une certaine vitesse, il ne perçoit plus des personnages ou des objets, mais de purs déplacements. Et il me semble que c'est le mouvement qui permet à Hatsune Miku de fonctionner sur le mode du vraisemblable, de faire admettre au spectateur le postulat de base, c'est-à-dire la coexistence de musiciens de chair et d'os avec la chanteuse de photos, puisque c'est au fond une chanteuse de photos. Et qui par ailleurs donne l'illusion non seulement qu'elle adhère au code de la présence scénique, qui est une des composantes de l'art de la pop, mais aussi qui dispense le spectateur de s'appesantir sur l'absence d'intériorité du personnage. Alors, je passe sur toutes ces questions. Voilà. Ma seconde remarque porte sur le fait qu'en réponse à la question précédemment posée, Miku ne semble guère disposée à faire éclater les limites conventionnelles de la pop. Bon, vous l'avez vu, hein, vous avez entendu ce qu'elle joue, bien au contraire. Ses prestations scéniques sont routinisées. Là, l'autre jour, c'était très marrant, c'est le premier truc qui a frappé mes étudiants, qui s'amusaient à singer la chorégraphie d'Hatsune Miku et qui considéraient, quand je les interrogeais sur ce point, qu'effectivement, c'était d'une platitude absolue. Donc, prestations scéniques routinisées, enfermée dans un répertoire étroit de gestes et de mouvements facilement reproductibles par le public. Sa voix est synthétique, tu l'as dit. Elle est d'ailleurs aussi synthétique que syncrétique. Elle n'incarne aucune humanité particulière, mais toutes les humanités au fond ou possibles. C'est-à-dire, elle n'incarne aucune subjectivité en soi. Et ce fait est étonnant dans la mesure où la virtualisation devrait précisément permettre de lever toute une série d'obstacles et autoriser une créativité musicale et scénique, à tout le moins, qui contribuera à renouveler ou à desserrer les cadres de la représentation, les cadres de la pop, les cadres de la mise en scène de ce type de musique et de ce type de prestation. Au fond, on a un instrument qui est rêvé pour produire quelque chose qui précisément déconstruirait tous les cadres. Il y a des éléments de réponse chez Baker, évidemment. Relisez un certain nombre de ces textes qui répond, me semble-t-il, en grande partie à la question que je suis en train de soulever. Mais je ne vais pas mobiliser ici Baker. Et il pose justement la même question. Il dit comment se fait-il qu'avec un instrumentarium aussi développé, on en reste finalement à l'usage de formes et de structures qui soient toujours un peu routinisées. Et alors, je ne donne pas sa réponse, vous relirez ces textes. Mais moi, ce qui m'a semblé, c'est que, évidemment, la réponse qu'on peut donner à première vue, la réponse la plus simple, c'est de dire que ça s'explique par la rationalisation stratégique du personnage par Krypton Future Media. C'est-à-dire qu'au fond, un peu comme l'avait montré Henry Jenkins à propos de George Lucas compagnie, ben, les studios contrôlent, on produit un degré de contrôle extrêmement poussé, y compris en ayant recours à la juridiction et aux tribunaux, pour finalement canaliser, maîtriser tout ce qui peut se faire et se dire sur le personnage. Bon, ça c'est effectivement l'explication la plus commode.
que les grands groupes multimédiatiques cherchent à contrôler le répertoire d'action et le périmètre éthique de leurs créatures vedettes n'en soit rien d'extraordinaire. Je l'ai dit à propos de George Lucas. Toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire de la fictionnalisation, de toute manière, est faite de ce genre de contrôle, si vous voulez, sur l'auteur et sur sa créature. Même quand vous lisez les correspondances entre Hetzel et Jules Verne, vous retrouvez des choses qui sont déjà les prémices de ce que je décris ici. Mais ce qui me semble, c'est plutôt que de s'en tenir à cette hypothèse qui est intéressante et qui est sans doute vraie, mais qui ne répond pas à tout, c'est de se dire que peut-être qu'au fond, ce qui se joue là, c'est quelque chose comme le symptôme ou le symbole plus général de la difficile promesse du numérique en matière de démocratisation créative. Et c'est peut-être aussi quelque chose autour de une sorte de traduction réflexive de ce qu'est l'essence de la pop. Je dis bien de la pop. Alors sur le premier point, on sait comment le numérique est supposé lever un certain nombre d'apories liés au système de la création tel qu'il s'est organisé et déployé en régime numérique, augmentation de la population des artistes, à la fois parce que les coûts d'entrée sur le marché, vous savez tout ça, hein, le marché de l'art serait réduit, et parce que les réseaux sociaux, en permettant l'accès à la médiatisation, sinon à la notoriété de tout un chacun, auraient un effet égalitaire sur les carrières et les réussites, produisant selon les modèles théoriques, une sorte d'accroissement de la visibilité médiatique, d'accroissement de la réputation, quoi. Et d'accroissement du nombre d'artistes qui peuvent effectivement... on ouvrirait au fond l'entonnoir et les technologies numériques, la promesse démocratique du numérique, ce serait ça. Menger a écrit de façon très utile et intelligente là-dessus. Je renvoie aux travaux de Jean-Samuel Boscar, etc., etc. Qui montre que cette promesse numérique démocratique, en même temps, n'est pas tenue autant ou comme on pourrait l'imaginer. Enfin, il a écrit là-dessus, il suffit de se référer à ces travaux, je ne développe pas. Il me semble d'autre part qu'en favorisant des pratiques esthétiques liées à l'hybridation et à la décontextualisation, le mash-up, le sampler, les technologies numériques contribueraient d'une façon qui peut être jugée salutaire à la déconstruction des stéréotypes directement issus du romantisme sur l'auteur, le génie, l'exception, la singularité, l'authenticité, qui sont autant de tropes instituant une coupure radicale entre l'artiste et les autres, entre la création et la consommation, et qui sont au fond les tropes qui ont sous-tendu le régime de création, le régime de valeur et le régime de représentation qui est grosso modo le nôtre et qui continue en grande partie à être le nôtre autour de ce qu'est l'artiste. Heineck en a parlé dans d'autres ouvrages, et puis pas mal de gens ont écrit là-dessus. Et effectivement, on pouvait se dire que l'hologramme, la dimension hologrammatique, l'usage du numérique, de la virtualisation, pouvait permettre de se désencombrer de toutes ces dimensions. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le cas d'Hatsune Miku. Alors, comment on peut expliquer pourquoi ça ne se passe pas comme ça et pourquoi Hatsune Miku ne tient pas intégralement, en tout cas, cette espèce de promesse du numérique ? À mon avis, une des raisons, c'est que est liée à la définition même de la pop et au fait que Hatsune Miku soit à la fois une reproduction. Comment ? 5 minutes. C'est un crime terroriste. Alors, hyper vite, mais parce que la question du Japon et de l'érotisation d'Hatsune Miku, c'est quand même super important. Je ne peux pas ne rien dire là-dessus. En fait, ce que je voudrais dire à propos de la pop, c'est qu'il me semble qu'Hatsune Miku, c'est à la fois, ça pousse à sa limite la stéréotypification de la pop. Mais en même temps, la remarque que je me fais, là-dessus j'ai relu Simon Free, si vous voulez, qui est très éclairant quand même. La remarque que je me fais, c'est, je me suis dit, mais peut-être que la pop, au fond, c'est par essence précisément la forme qui inscrit dans ses gènes, dans son essence même, la question des stéréotypes. Et qu'au fond, c'est pas qu'Hatsune Miku, voilà, pour résumer les choses, c'est pas qu'Hatsune Miku est stéréotypique, c'est qu'Hatsune Miku fait advenir à un degré de réflexivité peut-être jamais atteint l'idée même que la pop est par essence un genre qui est un genre qui contient par lui-même, qui contient en soi cette stéréotypation
typification. J'ai relu un texte de Fries qui parlait, il repart d'un concert d'Elton John, enfin c'est pas un concert, c'est quand Elton John joue Like a Candle in the Wind à propos de l'enterrement, de la messe de funèbre de Lady Diana. Et Fries dit qu'au fond, ce qui est frappant dans la prestation de Elton John, c'est pas le fait que les spectateurs croient qu'Elton John se livre à une prestation émouvante et sensible, mais c'est ce qui touche dans l'histoire. C'est pas donc que les gens croient que Elton John est sincèrement et authentiquement sensible dans l'expression musicale du deuil que la mort de Lady Diana est supposée nous procurer, mais c'est plutôt qu'il performe. Et donc c'est la qualité de sa performance qui nous donne à penser ou à croire ou à sentir qu'effectivement il y a quelque chose de sensible et d'émouvant là-dedans. Donc c'est la performance, c'est le caractère performatif de l'exécution menée par Elton John qui est en soi, qui produit de l'émotion qui est touchante. Bon, je passe, il y a plein d'éléments que j'aurais voulu développer, mais je passe là-dessus. Le troisième, alors je passe sur les questions de vulnérabilité et d'invulnérabilité. Qu'est-ce que ça fait que de faire chanter quelqu'un qui a une voix de vocodeur mais en même temps qui chante jamais faux, qui évacue complètement la question de l'authenticité, qui nous situe dans un registre post-authentique. Bon, j'aurais pu développer énormément de choses là-dessus, mais je passe. Sur la question de la dimension japonaise adolescente, qu'évidemment tout le monde a repéré au premier coup d'œil, et manga, comme tu disais tout à l'heure. Alors, il faut quand même rappeler qu'Hatsune Miku, ça s'inscrit dans un phénomène qui est très clairement celui de la culture pop japonaise. Et là, je renvoie à un numéro, Hervé, je crois que tu le connais parce qu'on en avait discuté il y a quelques années avec Éric Maigret et tout ça, on l'avait signalé, qui était le numéro dans leur vue autrement, qui est admirable, de Alessandro Gomarasca, qui portait précisément sur la culture pop japonaise. C'est un numéro exceptionnel. Ce phénomène complexe de la culture pop japonaise se caractérise par plusieurs traits saillants qu'un grand nombre de termes tentent de circonscrire. Otaku, par exemple, c'est-à-dire une disposition à la technophilie qui induit une rupture avec la réalité sociale. Kokvaru, l'émergence d'une pardonnez-moi si vous maîtrisez le japonais, Kokvaru, qui est l'émergence d'une sous-culture juvénile féminine qui envahit l'espace public. Et le fait d'envahir l'espace public est très important en l'occurrence. Le kawaii, le mignon au sens de cute en anglais, c'est-à-dire l'enfantin doux et asexué. Hello Kitty est de l'enfantin doux et asexué. Et aussi shoujo, c'est-à-dire littéralement ne pas être véritablement femme, ou un entre-deux de la féminité. Une femme-enfant, une créature liminale suspendue entre enfance et société adulte, conscience et innocence, masculinité et féminité. Alors, le shoujo est peut-être la seule culture alternative au Japon, justement parce que son identité fluctuante incarne un potentiel d'excitation et de mutation qui échappe à l'emprise de la société patriarcale nippone et au conservatisme de ce qu'on a appelé l'entreprise Japon. Alors, et il me semble que Hatsune Miku, de ce point de vue, n'a rien de totalement original. Je pense que c'est le prolongement, simplement, de cette espèce de culture du shoujo, mais en même temps qui nous interroge. Et le fait qu'elle pousse un peu plus loin, à un degré supplémentaire, la culture du shoujo, mérite questionnement. Premièrement, cette culture du shoujo, c'est-à-dire cette culture pop japonaise, a quelque chose de spécifiquement... Il y a une spécificité pop japonaise. Même si, effectivement, ce mouvement shoujo est en voie de dissémination et de globalisation d'une certaine manière. Il est différent de la culture pop américaine qui rendait possible, me semble-t-il, l'opposition d'une génération juvénile à celle de ses aînés. Et dans le cas de la culture pop japonaise, c'est pas du tout ça, c'est plutôt à prendre comme un paradigme existentiel, plutôt que comme un moment de transition. Il n'y a pas de caractère transitionnel, mais il y a un caractère existentiel. Il est de plus en plus difficile au Japon de savoir où finit le shoujo et où commence la femme, pour citer Gomarasca en l'occurrence. Alors, dans le contexte japonais, on tend à expliquer l'emprise de la culture shoujo comme un site de résistance culturelle fétichisée, extérieure à la société adulte, et en particulier à la culture d'entreprise où se concentre le pouvoir patriarcal. Sachant que c'est un point très important, évidemment, l'adolescente, c'est-à-dire ce qu'on voit là à l'écran, l'adolescente, le shoujo adolescent, est une construction sociale, c'est-à-dire il faut bien il faut bien avoir à l'esprit que la catégorie adolescent n'est pas un donné comme ça qui va de soi et qu'on trouve dans toutes les sociétés, mais il y a une invention
évidente. Il y a une construction sociale de la figure de l'adolescente qui fait d'ailleurs que la question de l'adolescente est même une question totalement politique. Et au Japon, c'est tout particulièrement une question politique. C'est quoi? C'est la montée en puissance de la modernité capitaliste, disons, dans la première moitié du XXe siècle au Japon, qui fait que, alors que la figure de la femme, enfin, de la jeune fille, passait sans transition de la jeune fille enfermée au foyer à la femme qui enfante, eh bien, la montée du capitalisme et de la société industrielle permet justement d'inaugurer, d'enfanter cette figure. Nicolas, j'en ai pour 2 minutes et je finis. Et c'est du même coup ce qui érotise aussi. C'est pas grave, on mangera pas, c'est pas important de manger. Pourquoi voulez-vous manger? C'est ce qui érotise cette zone interdite de liberté. Mais en même temps, et je pense que ça rejoint ce que disait Mal, la figure shoujo est récupérée et utilisée par cette culture d'entreprise patriarcale qu'elle dénonce comme support d'un imaginaire social médiatique. Et on la retrouve partout. Et Hatsune Miku n'est ni plus ni moins, pour moi, que la mise en scène de cette tension entre, d'une part, une culture contestataire et la récupération de cette sous-culture contestataire, mais portée par les jeunes femmes, par une culture d'entreprise patriarcale. Alors, en conclusion, moi je dirais que Miku me semble incarner de ce point de vue exemplairement cette ambiguïté du modèle nippon en voie d'universalisation, faite de guérilla sémiotique et de récupération techno-capitaliste. Et de ce point de vue, le phénomène Miku est clairement inintelligible s'il est dissocié d'un contexte japonais où le shoujo apparaît comme l'avant-garde de la mutation sociale, en même temps que comme insignifiant de sa plasticité sémiotique et de son potentiel fantasmatique, qu'il qualifie comme un nouvel objet du désir. Mais Miku, Hatsune Miku, dont il ne faut pas sous-estimer qu'elle pourrait bien être la traduction d'un champ, enfin, elle est la traduction d'un champ d'intérêt politique, me semble être le miroir que l'industrie culturelle et simultanément les grévistes, pas vraiment femmes, je reprends une expression de Gomaraska, se tendent l'un à l'autre, le capitalisme nippon ayant progressivement installé l'adolescente à l'intérieur des processus de consommation de la nouvelle culture de masse, tout en cherchant à en contrôler les effets potentiellement déviants. Et donc, il se pourrait bien, au bout du compte, que une des significations du phénomène Miku soit la suivante. Dès lors que l'adolescente, la shoujo immature, crée du désir chez l'être supposé être mature, la société patriarcale, alors l'immature n'est pas celui que l'on croit et les codes se renversent. Et c'est ce mélange complexe d'érotisation, de désir pédophile, d'ordre patriarcal et de revendication paradoxale d'autonomie adolescente, de régression infantile, qui me semble façonner l'attractivité pop d'Hatsune Miku. Voilà, j'en ai fini.